Bien. Hop, on vous voit vous, c'est l'essentiel. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous avons l'immense privilège, et je vais donner la parole dans une seconde à Benoît Dumontet qui nous suit à distance. Nous avons l'immense privilège, après Monsieur le Président de la République François Hollande, de recevoir Madame Yaël Braun-Pivet, que je peux présenter sous deux casquettes différentes. D'abord députée et ensuite présidente de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Alors, je dirais deux, trois petites bricoles, si je peux dire les choses comme ça, en introduction, mais je crois que Benoît, tu voulais nous dire quelque chose. Ouais. Oui, Madame la Présidente de la Commission des lois, chère Ariel, je voulais vous remercier au nom des DAC et au mien de votre venue aujourd'hui pour échanger avec nos élèves avocats. Ce remerciement, il est double. Il est bien entendu pour ce soir, mais je tenais également à le faire. Nos élèves avocats le savent. Mais j'ai particulièrement apprécié lorsque j'étais amené à vous solliciter le 3 janvier dernier pour les prestations de serment par écrit. L'EFB se heurtait depuis 3 mois à la DACS pour obtenir un cavalier législatif nous autorisant à prêter serment par voie écrite. Il n'y avait pas réussi. Est-ce que l'EFB n'a pas réussi en 3 mois avec DACS? Vous avez réussi à le faire en moins de 24 heures. Et je vous en remercie infiniment. Vous avez réussi à mettre en place donc un cavalier législatif sur la loi portant sur le pass vaccinal, permettant à nos élèves avocats, tous et toutes, de prêter serment à un moment où on ne savait pas exactement ce qu'était encore Omicron et les risques que celui-ci pouvait causer. Et juste à titre personnel, je vous dis que malgré tout, même s'il est moins dangereux, il est quand même très virulent. C'est la raison de mon absence ce soir. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Et donc, un grand merci de votre présence, un grand merci de l'amitié que vous nous faites, un grand merci de l'intérêt que vous portez à nos élèves avocats par votre présence aujourd'hui. Et j'ai le plaisir donc de vous suivre de loin, de chez moi, mais je vous suis avec attention. Bonne soirée et à très bientôt. Merci beaucoup, Benoît. Donc, un petit mot d'introduction. J'ai lu un peu la presse et en observant ce que j'ai lu, j'ai constaté qu'en réalité, on suivait un peu le même chemin. Nous avons le même âge, nous venons du même endroit géographique, la Lorraine. Nous avons été tous les deux avocats, puisqu'aujourd'hui vous êtes, j'imagine, aux mises. Vous avez commencé au barreau de Paris, même chose pour moi. Vous êtes venu ensuite au barreau des Hauts-de-Seine, même chose pour moi. Et on a le même nombre d'enfants. Ceci étant… Mais pas ensemble. Mais pas ensemble. Donc, on a un parcours un peu similaire au début. Et puis, nos chemins professionnels se sont vite séparés puisque vous êtes pour partie entré en politique et vous allez évidemment nous en parler, quand moi, je suis resté uniquement dans la profession d'avocat. Vous ne le savez peut-être pas, mais si vous lisez la presse autorisée, et pour ma part, j'ai lu, je suis abonné au Point, et j'ai lu un très bel article du Point, vous pressentant potentiellement dans l'hypothèse où Emmanuel Macron reprendrait un mandat de président de la République au perchoir de l'Assemblée nationale, ça mérite quand même d'être dit, ou à tout le moins, vous êtes promise pour un Marocain ministériel, là encore, ça mérite d'être dit. Ceci étant dit, je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'avoir un échange interactif, puisque c'est l'ADN de ce type d'intervention. Vous allez avoir un certain nombre de questions qui vont fuser de toutes parts. Ce qui, moi, personnellement, va m'intéresser, mais j'imagine que les élèves avocats que vous avez en face de vous vont y être également intéressés, c'est votre parcours, comment on tombe dans la politique, comment on passe de la profession d'avocat au monde politique, comment on exerce des missions dans le monde politique avec les difficultés peut-être, vous allez nous en parler, en tout cas je l'ai lu dans la presse,
les difficultés que l'on peut imaginer s'agissant d'une forme de machisme existant dans ce type d'institution. Comment on arrive à des responsabilités aussi importantes que celle de présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale, et comment enfin on peut être élu, on devient député de l'année 2021, puisque là encore, si j'ai bien lu et si mes sources sont bonnes, vous avez été élu député de l'année 2021 au début de l'année 2022. Donc, je vous propose de vous passer la parole et évidemment, je propose à chacun d'entre vous de poser toute question utile à Madame Braun-Pivet, étant précisé que vous avez bien compris qu'elle a une première vie d'avocate, que vous allez avoir prochainement une vie d'avocat et d'avocate également, et que j'imagine que vous allez avoir des questions tout à fait pertinentes et intéressantes à lui poser. Voilà. Merci beaucoup. Merci Benoît pour ton invitation et bon rétablissement. Merci Monsieur le Président pour votre accueil chaleureux et pour vos mots qui me promettent un avenir. J'espère qu'ils sont partagés par d'autres. Voilà, quelques vraiment très brefs mots d'introduction parce qu'effectivement l'intérêt c'est qu'on puisse échanger. Déjà, je ne sais pas si vous savez bien ce que c'est que la commission des lois à l'Assemblée nationale. Moi-même, je ne le savais pas vraiment quand je me suis engagée en politique. Et quand j'ai été élue présidente de la commission des lois et que mes enfants l'ont appris, ils étaient là, maman, tu te rends compte, tu es présidente de la commission des lois, et ils étaient très fiers, mais dans leur lycée, collège, etc., personne ne savait ce que c'était que la commission des lois, et c'est bien normal. Donc en fait, je crois que c'est quelque chose, finalement, c'est le fonctionnement interne de l'Assemblée. C'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler pendant ces dernières années, parce qu'on a eu à gérer un certain nombre de crises. Il y a eu aussi une célèbre commission d'enquête qui a mis les commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat sur le devant de la scène. Puis après la crise sanitaire qui a aussi beaucoup mis en avant la commission des lois parce que nous avons eu à traiter les questions du pass sanitaire, du pass vaccinal, etc., des restrictions de liberté assez importantes qui nous ont été imposées par l'épidémie. Et c'est vrai donc que la commission des lois à ce moment-là a été particulièrement mise en lumière. Donc à l'Assemblée nationale, il y a 8 commissions. Il faut savoir qu'au Sénat, il y en a 7. C'est un chiffre qui est constitutionnel. Il est fixé dans la Constitution par réaction au parlementarisme débridé de la 4e République, où en fait il y avait autant de commissions que de ministres et de secrétaires d'État, et les commissions étaient en miroir, et en fait elles avaient beaucoup trop de pouvoir. Et donc le général de Gaulle, quand il prépare la Constitution de 1958, l'idée c'est quand même de réduire le Parlement dans ses prérogatives et ses pouvoirs, et une des voies d'action pour ce faire, c'est de réduire le nombre de commissions et de le verrouiller. Et donc, il est inscrit dans la Constitution qu'il y a 8 commissions à l'Assemblée nationale ou au Sénat. C'est un des rares éléments qui figurent dans la Constitution sur l'organisation de nos chambres, puisque normalement, nous sommes libres d'organiser nos chambres comme nous devons l'entendre, et nous avons chacun à l'Assemblée nationale et au Sénat un règlement intérieur très conséquent sur l'organisation de nos travaux et la façon dont on fonctionne. Donc 8 commissions à l'Assemblée nationale, donc, qui sont des commissions dites permanentes dans lesquelles siègent en gros 70-73 députés, et chaque commission représente les couleurs politiques qui sont dans l'hémicycle. Donc, par exemple, dans une commission telle que la commission des lois, vous aurez 2 députés de la France insoumise, 2 députés de l'UDI. À l'inverse, vous aurez, je crois, 5 ou 6 députés MoDem, 12 ou 13 députés Les Républicains et une quarantaine de députés de La République En Marche. Il faut vraiment que les effectifs des commissions représentent les effectifs qui sont présents politiquement au sein de l'Assemblée nationale. Chaque commission a des règles de compétences qui sont fixées dans le règlement, et la commission des lois, elle, traite toutes les questions qui concernent le cœur de l'État, l'action régalienne. Donc, c'est les questions qui sont traitées par le ministère de l'Intérieur, la sécurité, le terrorisme, l'immigration, le code électoral. Les collectivités territoriales, donc toute l'organisation des compétences entre une mairie, un département, une région, l'État, comment tout ça s'articule. Les outre-mer, donc
en ce que chaque territoire a des relations avec l'Hexagone et on va de plus en plus vers des relations spécifiques de chaque territoire avec l'Hexagone. Donc ça ressort de la compétence de la Commission des lois. La fonction publique, avec la ministre Amélie de Montchalin. Et évidemment, je le gardais le meilleur pour la fin, les questions de justice avec le garde des Sceaux, et on traite l'organisation judiciaire, un certain nombre de codes et la question pénitentiaire. Et puis, comme son nom l'indique, c'est la commission des lois constitutionnelles. Toutes les réformes de la Constitution, toutes les lois organiques sont traitées par la commission des lois, quel que soit leur domaine, quel que soit leur sujet. Donc, c'est une commission qui est importante. D'aucuns aimeraient bien la couper en deux, mais ils ne peuvent pas puisqu'on a un plafond à 8, donc il faudrait faire des regroupements de commissions pour pouvoir couper la commission des lois en deux. Mais on se bat, nous, pour garder cette unité parce qu'on pense que, par exemple, les questions de sécurité ne s'appréhendent pas sans les questions de justice, que quand on parle de questions par exemple, d'enquête, évidemment, en miroir, on parle de liberté individuelle, etc. Et que ça, c'est indissociable. Donc, c'est une commission qui a une vraie cohérence. Une commission qui est très législative. Pour vous donner une idée, 50% des textes qui sont votés à l'Assemblée nationale sont examinés par la commission des lois. 50%. Donc, c'est vraiment colossal. On a une grosse charge de travail qui s'est accentuée parce que ces dernières années, à cause de la crise sanitaire, puisque lorsque la crise sanitaire est survenue et qu'on a dû passer et créer un régime d'état d'urgence sanitaire, de toutes pièces, il n'existait pas. La question s'est posée de savoir si c'était la commission des affaires sociales ou la commission des lois qui serait en charge. Et il a été décidé que ce soit les commissions des lois parce que, à nouveau, ce sont des sujets de liberté publique qui sont au premier chef concernés par les questions d'état d'urgence sanitaire. Et les questions sanitaires nous ont occupés à peu près à 25% de notre temps depuis 2 ans, avec 13 textes examinés à l'Assemblée nationale sur ces sujets. Donc, c'est une commission qui est assez stratégique, présidée pour la 2e fois par une femme. La première fois, c'était dans les années 98. Il y a 20 ans. Voilà, un peu plus de 20 ans, par Catherine Tasca, qui était également députée des Yvelines et qui est importante pour nous les femmes et pour nous les femmes en politique, parce que c'est elle qui a porté la loi qui a permis la parité en politique. Donc, elle a porté une réforme constitutionnelle qui introduisait à l'article 1, je crois, de la Constitution, que la loi favorise l'égal accès des femmes aux fonctions et aux mandats électifs. Et ce qui nous a permis, derrière, de voter un certain nombre de lois qui permettent d'atteindre la parité dans les conseils municipaux, dans les conseils départementaux, dans les conseils régionaux, qui permettent d'infliger des amendes pour les élections législatives aux partis qui ne présentent pas suffisamment de femmes aux élections, et la parité aussi au Sénat, puisqu'on est sur des scrutins de liste qui doivent être paritaires. Donc, c'est une réforme constitutionnelle pour les femmes qui est vraiment d'importance parce qu'elle a permis aux femmes d'entrer en politique de façon très nombreuse. Et aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on est quasiment à 40% de femmes. Et dans le groupe auquel j'appartiens, qui est La République En Marche, nous sommes 50%, 50-50, parce qu'il y avait une vraie volonté en 2017 de faire appel à la société civile, aux jeunes et aux femmes. Et c'est un peu comme ça que je suis venue en politique, parce que moi, j'étais, donc là, je reviens sur mon parcours personnel et après, je me tais pour répondre à vos questions. Donc, moi, j'étais avocate. Je travaillais chez Hervé Temim à Paris. Donc, j'ai démarré en droit pénal des affaires, mais surtout droit pénal général. Donc, je m'occupais en fait de tout le droit pénal dont Hervé Temim voulait plus s'occuper. Lui, il était à un tournant de sa carrière où il voulait réorienter son travail vers le droit pénal des affaires exclusivement. Il avait beaucoup de droit pénal général puisqu'il avait exercé à Versailles. Il avait démarré à Versailles avec Thierry Herzog au cabinet de Liénard. Donc, c'était dans les années 80, en faisant beaucoup d'assises, il s'était fait une réputation, il était venu à Paris, il continuait sur du pénal général, mais voulait se réorienter vers le pénal des affaires. Et donc, il avait recruté une jeune collaboratrice qui pourrait s'occuper du pénal général, parce qu'il en avait marre de faire les stupes, de faire les vols, de faire les assises sordides, les vols à main armée, etc. Donc, c'est moi qui ai pris ça en charge.
Ce qui a été extraordinaire parce que à 25 ans, je plaidais aux assises à Paris, à Évry. J'avais des dossiers et ils me faisaient entièrement confiance. Donc, pendant plusieurs années, j'ai eu cette pratique professionnelle absolument géniale. Après, j'ai monté mon cabinet avec 2 associés. Donc dans les Hauts-de-Seine, on s'est installé à Neuilly. Et puis moi, je suis partie habiter à l'étranger. Donc elles ont continué leur cabinet. Et puis moi, j'ai décidé de partir à l'étranger avec mon mari et nos enfants. Et j'ai vécu 10 ans à l'étranger. Et donc j'ai arrêté de travailler. J'ai eu pendant ces années des engagements associatifs. Et quand je suis rentrée en France, j'ai continué ces engagements associatifs et je me suis engagée au Resto du Cœur. Et j'ai initié une activité qui traitait de l'accès au droit. L'idée qu'on avait, c'était de dire dans les restaurants du cœur sont accueillis des personnes qui sont extrêmement défavorisées, qui souvent ont des problèmes, mais jusque par-dessus la tête, qui ne savent pas forcément que ces problèmes peuvent avoir une solution juridique en faisant appel à un juge, ou alors elles ont tellement été cabossées par la vie qu'elles n'osent plus aller frapper à une porte d'un avocat ou même une consultation gratuite, elles ne vont pas aller faire la démarche de s'adresser à un professionnel. Et l'idée, c'était de faire venir des avocats au sein des centres des Restos du Cœur pour pouvoir donner un conseil à la source. Donc, c'est le fameux aller vers. Et j'ai négocié un accord avec le barreau de Versailles où c'était très chouette parce que le barreau a tout de suite montré… Monsieur le bâtonnier, Monsieur le bâtonnier. du barreau de Versailles qui est présent. Je crois que c'était avec l'ancien associé de Jean-Yves aussi. Jean-Yves Lénard, son associé. Oui, Landon. Voilà. Landon. Exactement. Landon. Exactement. Et j'avais été les voir en leur expliquant le projet et ils m'avaient dit banco, mais je me suis dit mais il faut qu'on aille vite parce que les Restos du Cœur, ils font une campagne jusqu'en mars et on était au mois de janvier. Et je voulais démarrer pour essayer, donc pour démarrer au mois de février. Et quand j'ai Frédéric Landon au téléphone, je vais le voir donc au mois de janvier et puis je l'ai au téléphone, il me dit écoutez, le Conseil des Lords s'est réuni, on est d'accord pour vous suivre et comme on est OK aussi pour commencer tôt, eh ben, c'est nous qui allons venir. Et en fait, ce sont des anciens bâtonniers, le bâtonnier, des membres du Conseil de l'Ordre qui ont donné leur première consultation gratuite au sein des Restos du Cœur. Et après, on a réussi à organiser ça et on a déployé cette activité dans toute la France pour avoir des avocats qui viennent, alors soit bénévolement parce qu'on avait un accord avec le barreau, soit au titre du CDAD et donc avec une rémunération. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment de pouvoir venir en aide à ces personnes qui sont très, très, très éloignées du monde de la justice. Et puis, j'ai travaillé dans un centre des Restos du Cœur et j'en ai créé un dans ma circonscription, en fait, à Sartrouville. J'ai monté un centre de toutes pièces avec une centaine de bénévoles, etc. Et c'est donc cet engagement qui était vraiment mon quotidien. J'ai eu envie de le porter plus fort et ça a matché avec un certain Emmanuel Macron qui s'est déployé sur la scène nationale en parlant de dépassement des clivages, en parlant d'une nouvelle façon de faire de la politique, en parlant à la société civile, en allant chercher des personnes qui avaient envie de s'engager et j'ai eu envie de m'engager derrière lui. Donc, je me suis engagée, j'ai milité pour sa campagne présidentielle. Et puis, il y a eu des appels pour que la société civile aille à l'Assemblée, que la société civile s'engage, qu'on aille plus loin. Et donc, j'ai répondu à cet appel. Et puis, j'ai été investie pour La République En Marche dans la 5e circonscription des Yvelines. J'ai fait campagne, j'ai été élue. Et puis après, il y a des postes à responsabilité à l'Assemblée nationale. Et puis là, c'est ça qui est magnifique quand vous êtes engagé en politique, c'est que en fait, le mantra, c'est l'élection. Et donc, en interne, nous avons organisé des élections pour élire le président de l'Assemblée nationale, les vice-présidents et les présidents de commission. Et donc, le jour des élections internes, donc, on était comme ça, c'est ça. Imaginez-vous, vous êtes des députés et puis vous êtes Richard Ferrand, président du groupe, et puis les candidats au poste, aux présidences de commission, venaient devant une tribune et puis faisaient une intervention. C'est le grand oral. C'est le grand oral, et puis des urnes, des listes d'émargement, un vote à bulletin secret. Et puis, me voilà présidente de la commission des lois. Est-ce que votre qualité d'avocate a joué, puisque vous avez dit que vous étiez pénaliste,
Donc avec une forme d'éloquence, évidemment, de conviction, d'énergie, certainement également. Est-ce que ça a joué, puisque vous avez quand même souligné que la commission des lois est une commission extrêmement importante. Vous êtes toutes 9 députés en 2017, donc il faut aller l'emporter, entre guillemets. Ce n'est pas facile, ça ne vous est pas donné, vous êtes une femme. Je le dis parce que certains ne le voient pas, de vos collègues en tout cas. Voilà, est-ce que ça a joué? Alors oui, ça a joué dans le sens où à l'Assemblée, à ce moment-là, vous avez un groupe de 320 députés dont la moitié à peu près vient de la société civile, donc n'a jamais été élu. Et tout le monde est très porté par cette conviction qu'on est en train de renouveler profondément la vie politique et qu'il faut, pour faire ce renouvellement, des nouveaux visages, une nouvelle façon de faire, etc. Et c'est vrai que mes adversaires étaient 2 hommes, étaient chevronnés, ils avaient déjà été élus, ils étaient plus âgés que moi. Et je crois que ça a joué. En fait, positivement, à ce moment-là, les députés qui étaient présents avaient envie de changement, ils avaient envie de nouveautés. Et ça a joué pour moi, mais ça a joué pour Bruno Studer, qui est le président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, qui était nouvellement élu, qui était prof d'histoire géo à Strasbourg et qui a fait face aussi à des députés plus chevronnés, mais qui a emporté la conviction de nos collègues parce que voilà, on a réussi à transmettre quelque chose. C'est sûr qu'après, quand vous faites de la politique, avocat, c'est mieux. C'est mieux parce que vous avez l'habitude de parler en public. Maintenant, vous avez l'habitude de parler en public, mais vous n'avez pas l'habitude de parler aux gens parce que quand vous êtes avocate, souvent le public, vous lui tournez le dos. Vous parlez à des magistrats qui sont devant vous, mais les gens sont derrière vous, vous ne les voyez pas. Et vous cherchez finalement à convaincre quelques personnes. Quand vous faites de la politique, c'est pas quelques personnes, c'est vraiment des auditoires qu'il faut convaincre. C'est une assemblée nationale, c'est un hémicycle, c'est de grands groupes et vous vous adressez vraiment à eux. Et puis, vous vous adressez à eux pour porter vos convictions. Vous ne portez pas un dossier, vous ne portez pas les convictions vous ne portez pas les intérêts d'un client, vous portez l'intérêt général, c'est très différent. Et vous portez vraiment la conviction qui est la vôtre et que vous vous êtes forgé. Donc, c'est un petit peu différent. Maintenant, évidemment, le fait de savoir parler, de savoir argumenter, c'est important en fait. Parce qu'on voit bien que ce n'est pas parce que vous avez une conviction ou que vous avez une bonne idée que forcément tout le monde va réussir à la partager et que l'objectif du politique, c'est justement cela, c'est de faire en sorte que les personnes qui sont autour de vous soient convaincues de ce que vous dites et parce que votre objectif, c'est qu'on vote une loi, c'est qu'on vote un amendement, donc c'est que votre position prévaut. Et donc, il faut convaincre, et c'est vrai que pour convaincre, c'est mieux d'avoir un raisonnement un peu logique, de savoir quels sont les bons arguments, ceux qui font mouche, ceux qui ne font pas mouche. Et là, on retrouve ce qu'on peut faire en plaidoirie. Moi, c'est ça que j'aimais beaucoup quand je plaidais en droit pénal, c'est qu'en fait, votre plaidoirie, vous ne l'écrivez pas. En tout cas, moi, je ne les écrivais pas. Parce qu'il faut sentir l'audience, il faut savoir ce qui va se passer à l'audience. Et en fait, il y a toujours des surprises à l'audience. Ça n'est jamais exactement comme on l'imagine. Et puis, quand vous plaidez, des arguments qui vous semblent hyper convaincants quand vous réfléchissez à l'avance à votre dossier, en fait, vous voyez quand vous plaidez que ça peut tomber mais complètement à plat, que les magistrats, ça leur passe complètement au-dessus, ils sont en train de faire autre chose, ils ne vous écoutent pas, ou ils discutent entre eux et on voit que votre argument ne fait pas mouche. À l'inverse, parfois, vous avez des arguments, vous sentez que vous accrochez l'intérêt du juge, vous accrochez, et vous le voyez dans le regard, dans son attitude. Et là, dans ce cas-là, cet argument, vous le travaillez plus, vous insistez, vous le développez, etc. Donc, la plaidoirie, elle doit être, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le faisais, elle était très vivante et très fonction de ce qui se passait dans la salle. Quand vous faites de la politique, c'est pareil. Quand vous défendez un amendement, quand vous défendez un texte de loi, il faut sentir ce qui se passe dans l'hémicycle, il faut sentir ce qui se passe avec votre auditoire, parce que l'objectif, ce n'est pas de dérouler votre argumentation sans avoir aucune chance de convaincre, ça ne sert à rien, mais c'est pareil pour plaider. Si vous plaidez juste pour vous faire plaisir, ça ne sert à rien et vous n'avez certainement pas atteint votre objectif. En revanche, réussir à capter l'attention de votre auditoire, réussir à sentir dans le regard des gens, dans leur attitude, que vous les avez accrochés et que vous les convainquez et que vous leur parlez, là, effectivement, vous êtes bon, vous êtes un bon avocat et vous êtes un bon politique. Donc, c'est là où ça peut se rejoindre et où c'est
très utile d'avoir été à cette école-là, l'école, c'est vrai, du droit pénal et de ce droit pénal général, du tout venant, des comparutions immédiates, etc. Donc, c'est une profession que j'ai adorée, que par moments, je regrette un peu. Je vais vous laisser peut-être poser des questions si vous en avez, parce que là, déjà, je pense que je suis trop longue sur cette… Est-ce que vous avez des questions? C'est toujours la première qui est la plus difficile. Toujours. Alors moi, je vais vous la poser, la première. Non, vous en avez déjà posé plein. Oui, mais ça va permettre d'introduire la chose. Vous avez de lourdes responsabilités, en tout cas des responsabilités extrêmement importantes. Vous avez devant vous un auditoire pour partie féminin, pour partie masculin. Si je me mets 2 secondes et demie à la place d'une élève avocate qui demain sera en exercice, la question qui pourrait me venir comme ça spontanément à l'esprit, comment vous arrivez à tout combiner? Je pense que c'est une question que je me poserais si j'étais à la place d'une jeune élève avocate. Comment on peut réussir à ce point? Et la question mérite, je pense, d'être posée. En tout cas, je me la poserais si j'étais une élève avocate. En tout cas, j'entends un bon brouhaha dans la salle. Okay. Alors, mesdemoiselles, quelle réaction vous avez face à la question qui vient de poser? Alors, qui veut prendre la parole? Là-bas? Oui, vas-y. Je ne pense pas que ce soit très différent d'une femme, d'un homme pour gérer plusieurs choses en même temps. Ouais. Bon, si j'étais un élève avocat, je me poserais aussi la question. Non, pardon. Pour rebondir par rapport à l'égalité homme-femme. Ouais. On vient d'entendre une chose. Je ne sais pas si c'est absurde ou si c'est d'y penser et ridicule, mais en France, avons-nous voté une loi qui va dans le sens d'un délit de non-participation aux tâches domestiques de manière générale, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Voilà. Qui a proposé ça? Rousseau. C'est Rousseau, Sandrine Rousseau, qui, comme moi j'ai été élue députée de l'année, elle était révélation politique de l'année. Exactement. Très inspirée. Très inspirée. Non, mais comment on fait en fait, et c'est vrai, je pense que tu as raison. En fait, il faut être 2 et la question se pose pour les 2 dans un couple, pour l'homme et pour la femme. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est d'avoir, franchement, moi, on a une bonne répartition des tâches. C'est-à-dire que depuis 5 ans, je ne fais plus rien et il fait tout. Et ça marche vachement bien. Oui, c'était intéressant comme question finalement. Non, mais c'est vrai. Voilà, moi, j'ai 5 enfants. La plupart sont quand même grands. Donc déjà, j'ai des enfants qui ont beaucoup fait à la maison. Et ils sont assez chouettes là-dessus. Ils peuvent préparer à manger, etc. Ils sont vraiment sympas. Ils s'occupent les uns des autres. Mais ça, c'est le principe d'une famille nombreuse. C'est assez fréquent. Et après, c'est vrai que, objectivement, depuis 2017, depuis que je fais de la politique, je ne fais quasiment plus rien à la maison et c'est mon mari qui fait quasiment tout. Parce que, en fait, moi, je crois que c'est ça, le bon équilibre pour la réussite, c'est de pouvoir s'adapter, qu'il n'y a pas de règles. Et en fait, on s'adapte en fonction du moment. Et il y a des moments, il y en a un qui est charrette et c'est l'autre qui prend le relais, etc. Et qu'il n'y a pas de règles, en fait. Mais il faut vraiment que ça puisse être indifféremment l'un ou l'autre. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait maintenant. Alors, c'est indifféremment l'un, mais rien que pour ça, il faut que je sois réélue, en fait, pour que ça continue. La question était intéressante par rapport à comment on combine le fait d'être mère, d'avoir… donc elle n'était pas si idiote que ça, ma question. C'est professionnelle, la question est posée. On a 5, moi j'en ai 4. Je suis engagée politiquement, tu le sais, mais je veux dire, cette question, elle se pose parce que la question de la maternité est en plein dedans. Voilà. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, quand j'ai démarré la profession d'avocat et donc que j'étais chez RBT Mim, j'ai eu mon premier enfant à ce moment-là pendant ma collaboration. Et à l'époque, on avait, je crois, 6 semaines de congé en tout. Et j'ai dû plaider pour la dernière fois le vendredi pour un accouchement le lundi.
Voilà. Vive le régime BNC. Voilà. Après, c'est vrai. Et donc, c'était dur, hein, c'est sûr. C'est Oui. dur parce qu'en plus, à l'époque, on avait tous les dossiers papier, etc. En pénal, tu as des gros dossiers. Et donc, c'est vrai. Le palais de justice à Paris, c'était dans les galeries d'instruction. À l'époque, était au 3e étage. Il fallait monter, descendre, etc. C'était vraiment galère. Mais non, c'est difficile. Et je ne sais pas si ça sera plus facile pour vous, jeune femme avocate, pour mener ces grossesses. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Et c'est pas facile après quand on fait de la politique, mais c'est pas facile quand on a des gros engagements comme ça. Et c'est vrai quand on a un cabinet et qu'on est indépendant, le client, parfois il peut partir si on n'est pas en capacité de traiter le dossier au bon moment, etc. Donc c'est de vrais enjeux. Après, ce qui est bien, c'est de ne pas être seul. Je pense qu'une des clés, c'est de ne pas être seul dans son cabinet, de ne pas être seul, d'avoir soit des associés, soit des collaborateurs qui font qu'on peut se relayer les uns les autres, ne serait-ce que des associés, ça soulage. Après, c'est vrai que ça n'est jamais facile, mais je crois que c'est facile pour personne, en fait, quelle que soit la profession, si on veut bien faire les deux. Tu vois, deux mains qui se lèvent derrière. Oui. Allez-y, tous Vous les pouvez deux. vous lever, voilà. Ouais. Qui est à l'initiative de beaucoup de textes. Donc, ce mandat n'a pas été évident, certaines évolutions à l'administration. Voilà, et pas que. D'accord. Et la question à Rodolphe, Oui. Rodolphe, est-ce que tu peux reprendre en quelques mots les questions parce qu'on a énormément de mal à les entendre de l'autre côté. Quid de l'inflation législative? Je te la fais simple. Merci. Donc, quid de l'inflation législative? Beaucoup de choses. D'une part, c'est un peu une tarte à la crème de dire on fait trop de lois, il y a trop de textes, etc. Ils sont mal faits, ils sont faits dans la précipitation, c'est de la législation sur l'émotion, etc. etc. Je crois qu'il faut quand même être plus nuancé que cela. Ce qui est certain, c'est qu'on sait faire des lois et qu'on sait en rajouter, en fait. Et qu'on sait peu en enlever. Et on sait peu, quand on fait une nouvelle loi, faire vraiment le ménage sur tout ce qui a été fait avant et donc réussir à mettre les choses en cohérence. Et le meilleur exemple, c'est le code de procédure pénale, dont tout le monde s'accorde à dire maintenant à l'unanimité qu'il est urgent de le réécrire parce qu'il est devenu beaucoup trop complexe et ça s'est complètement enchevêtré et c'est vraiment source de difficultés. Donc, c'est un fait qu'on sédimente les textes. Je voudrais quand même préciser qu'on arrive un peu à en enlever. On a fait 2 lois, on a supprimé des vieilles lois de début du siècle, etc. Donc, on a supprimé 60-70 textes. C'est un peu gadget, mais on l'a fait. Il y a un danger, quand même, c'est un de mes prédécesseurs, c'était aventurer à vouloir essayer de supprimer des infractions en matière de droit pénal. Vous savez, c'est tout le travail de Mireille Delmas-Marty sur le fait qu'on a trop d'infractions, que 90% de nos infractions ne sont pas utilisées en fait par les autorités poursuivantes, et donc on pourrait en supprimer. Mireille Delmas-Marty avait édicté un certain nombre de critères, de grilles pour effectuer ce travail de simplification de notre droit pénal. Et un de mes prédécesseurs, s'appelle Jean-Luc Warsmann, avait essayé de faire cela avec une proposition de loi. Il avait supprimé quelques infractions. Ça avait été au bout. Et le résultat, c'est qu'on avait des instructions qui étaient tombées parce qu'on avait des instructions pendantes, notamment une relative à l'église de Scientologie. Et le magistrat avait été obligé de prononcer un non-lieu parce que les infractions n'étaient plus poursuivables.
C'est quand même très complexe parce qu'on a vraiment un écheveau de lois qui se sont sédimentées. C'est comme une espèce de boule qui est constituée de plein de petits fils et ça s'est surajouté. Et maintenant, c'est très, très difficile de démêler tout ça. Après, aujourd'hui, on a un fait qui est un fait alors, politique, qui est que les hommes et les femmes politiques ont le sentiment qu'ils ne portent pas une réforme s'ils ne portent pas leur loi, et leur grande loi, si possible. Et donc, objectivement, les ministres veulent chacun avoir leur loi et puis ils se battent pour avoir un espace dans l'ordre du jour de l'Assemblée et du Sénat pour porter leur loi. Et donc, ça participe aussi de l'inflation législative parce qu'elles ne sont pas forcément nécessaires, parce qu'elles sont pas forcément, elles sont peut-être trop longues et que finalement, l'action politique pourrait avoir lieu ailleurs et que ce n'est pas forcément en faisant une loi que vous êtes efficace politiquement. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Après, quand on regarde les lois qu'on a faites sous cette mandature, moi, à la commission des lois, je ne vois pas de lois inutiles. Quand on regarde les lois qu'on a faites en matière pénale, alors peut-être qu'on aurait pu en faire moins, mais parce qu'on en aurait regroupé certaines. En matière de violence conjugale, on a fait 4 lois. Bon, peut-être qu'on aurait pu en faire une grosse en début de mandature ou qui aurait regroupé de toute façon ces textes. Après, ces 4 lois, par exemple, elles ont aussi eu lieu parce qu'il y a eu une prise de conscience dans l'opinion publique, il y a eu MeToo, il y a eu des actions de certaines associations, etc., qui ont fait qu'on a pu avancer peut-être progressivement et ce qui est passé au fur et à mesure pendant la mandature sur ces questions ne serait peut-être pas passé au début. Vous voyez ? Donc, il y a aussi une maturation nécessaire sur certains sujets qui justifient un certain nombre de textes. Après, on a, par exemple, pour rester dans les lois justice, on a voté la loi de programmation. On ne va pas dire qu'elle est inutile, cette loi de programmation. Elle revoit l'échelle des peines. On arrive enfin à avoir une trajectoire sur les constructions pénitentiaires, sur le budget. On crée un certain nombre de procédures centralisées. Donc, c'est pour moi une loi importante. Après, il y a la loi Dupond-Moretti, la loi confiance dans l'institution judiciaire qu'on vient de voter, mais qui va permettre aux audiences d'être filmées, qui supprime les rappels à la loi, qui crée un code pénitentiaire. Le code pénitentiaire va être promulgué là dans les jours qui viennent. Ça n'est pas rien. Il supprime il réorganise les remises de peine, etc. Et il revoit des questions sur la profession d'avocat, le secret professionnel et les questions de déontologie, etc. Donc, pareil, moi je trouve que c'est une loi qui avait son sens. Il revoit l'enquête préliminaire, il fixe des bornes temporelles de l'enquête préliminaire. Bref, je trouve que c'est une loi qui fait sens. Après, on a fait en matière de justice une loi sur la justice de proximité. Tu casses, tu payes, tu répares. On a développé le TIG, on a développé les procédures rapides. Voilà, moi, je ne vois pas. On a réformé le code de justice des mineurs. Ça faisait, mais combien d'années que ça n'avait pas été fait? Je pense qu'il fallait le faire. Bref, moi, je ne vois pas de loi inutile. Alors après, là où je vous rejoins, en tout cas là où moi, je suis interpellée, c'est que ça peut paraître désordonné et qu'on aurait besoin d'avoir à chaque fois sur une temporalité longue un petit peu un prévisionnel de législation par ministère, par grand domaine d'activité, par grande politique menée, ce qui nous permettrait, nous, en amont, de faire beaucoup plus de travail préparatoire, de faire beaucoup plus de travail de concertation avec les professions concernées, avec les organisations syndicales, etc. Donc et ça nous permettrait également de mieux recenser ce qui a été fait avant et de mettre de la cohérence entre la nouvelle loi votée et les lois précédentes. Donc là, moi, je pense qu'effectivement, on doit avoir une attention particulière sur cet aspect-là, avoir quelque chose de beaucoup plus programmatique, avoir une vision à long terme de la législation qu'on veut faire pour nous permettre d'évaluer les législations précédentes. C'est ce que le Conseil d'État nous a dit lorsque l'on a travaillé sur
des mesures de sûreté, de suivi judiciaire des détenus condamnés pour des faits de terrorisme qui sortent de prison. Et le Conseil d'État nous a dit dans son avis, mais en fait, il faudrait revoir toute la législation terroriste parce que, en fait, on prend des lois terreau tous les ans, quasiment, mais parce que c'est normal, il y a des nouveaux risques, il y a des nouvelles, le monde change, le monde bouge, donc on a besoin, c'est pas gênant de prendre des lois. En revanche, il faut quand même les remettre bien en cohérence avec tout ce qu'on a fait avant pour qu'on ait un ensemble cohérent et qui soit efficace. Ce n'est pas la cohérence pour la cohérence, mais c'est pour que les objectifs poursuivis, par exemple, en matière de lutte contre le terrorisme, soient atteints. Et si on a un dispositif global qui est appréhendé dans sa plénitude, là, on est forcément beaucoup plus efficace et pertinent dans l'action politique qu'on veut mener. Donc, alors on a, je crois, c'est demain, on travaille sur ces sujets. Moi, je fais partie du comité des garants des États généraux de la justice. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, forcément quand même. Et dans les États généraux de la justice, il y a un comité des garants qui est présidé par Jean-Marc Sauvé, dont fait partie le procureur général Molins, Chantal Arens, première présidente de la Cour de cassation, un certain nombre de professionnels du droit, Henri Leclerc pour les avocats et Jérôme Gavaudan pour le CNB, et les deux présidents des commissions des lois du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et on a mis cette question de l'inflation normative à l'ordre du jour de la réunion de demain. Donc, on va s'en préoccuper. Ça m'interpelle. Maintenant, ce qui est important, c'est effectivement qu'on arrive à avoir de la clarté pour les justiciables et évidemment pour les professionnels. Il y avait une autre question. Vous pouvez vous lever juste pour qu'on vous entende bien. Moi, ma question, c'était plutôt lié au fait que je me rends compte que je ne connais pas du tout le système législatif finalement. Ouais. Et je me demandais si toutes les impulsions législatives sont faites par le gouvernement. Vous expliquez que chaque ministre veut sa grande loi et que des projets de loi sont menés à l'Assemblée nationale. Quelle est la marge de manœuvre démocratique de l'Assemblée nationale? À quel point elle peut se dire non, cette loi est inutile, je ne la mets pas? À quel point est-ce qu'on peut la modifier? Et quel est votre rôle dans tout ça? Par ailleurs, je me posais également la question, vous avez dit qu'il y avait un sursaut de la société civile dans cette nouvelle Assemblée nationale. Est-ce que ça joue un rôle dans la qualité législative? Puisque on se plaint que les politiciens sont des professionnels, etc. Mais c'est aussi un métier, c'est aussi des compétences professionnelles nécessaires, j'imagine. Et on a pu dire que la qualité de la loi était moins bonne et que le Sénat était nécessaire pour justement écrire de meilleures lois. Ça, c'est le Sénat qui dit ça. C'est une bonne question. Oui, alors pour Benoît, donc c'est la navette législative, la navette parlementaire, comment tout ça, ça fonctionne, et la qualité de la loi. Alors, pour j'ai dit, parce que je suis parlementaire, donc j'ai dit chaque ministre veut sa loi, mais figurez-vous que chaque parlementaire aussi. Oui. Et que là, on est 577, donc ça fait du monde. Et donc, en fait, vous avez, le gouvernement peut proposer ce qu'on appelle un projet de loi, et les parlementaires peuvent proposer ce qu'on appelle une proposition de loi. Donc ça, parlementaire, Assemblée nationale ou Sénat. Pour faire court, un ministre, par exemple, décide de porter sa loi. Il va faire travailler ses services, ils vont écrire une loi. En général, il va bien évidemment en amont concerter avec les professionnels concernés, etc. Et il va commencer à concerter avec les parlementaires, généralement justement président de commission, président de groupe, etc. pour commencer à déblayer un peu le terrain. La loi fait après l'objet de, donc là on est bien dans un projet de loi, fait l'objet d'arbitrage interministériel, on appelle ça dans notre jargon la RIM, la réunion interministérielle. Et là, en fait, tous les ministères regardent si la loi a des impacts sur les domaines dont ils ont la charge ou s'ils ont des choses à mettre dedans. Et typiquement, par exemple, on parle de ministres qui veulent leur loi. Sophie Cluzel, qui est ministre du Handicap, elle n'a jamais voulu sa loi. Mais en revanche, elle a voulu qu'il y ait des mesures handicap dans toutes les lois qu'on a examinées, et ça a été le cas. Et c'est très efficace parce que ça permet d'avoir des visions à 360 degrés de la question du handicap sur tous les sujets. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'un ministre peut intervenir pour dire « moi, j'ai besoin de telle disposition, cette loi, elle pourrait porter ça, etc. » Et donc, la loi, une fois qu'elle est préparée, elle va au Conseil d'État, systématiquement.
Conseil d'État donc, se réunit en section et en assemblée générale pour donner un avis juridique sur la loi telle qu'elle est rédigée et vient nous dire en fait sur le projet de loi s'il y a des modifications à faire, s'il pense que le projet de loi est constitutionnel, etc. C'est un avis. Les avis du Conseil d'État sont maintenant systématiquement publiés, donc vous y avez accès, ils sont sur les sites des assemblées. Le gouvernement peut modifier son texte en fonction de l'avis du Conseil d'État et le ministre va présenter son texte en Conseil des ministres, mercredi matin. Puis, le gouvernement va déposer le projet de loi qu'il a ainsi préparé au choix à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Il choisit la chambre qu'il souhaite saisir. Sauf pour tous les projets qui ont trait aux collectivités territoriales, où là, le Sénat doit les examiner en premier. Le texte arrive donc à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée ou le président du Sénat l'affecte à une commission en fonction du domaine du texte. Donc là, on est par exemple sur le texte justice ou sur la loi sur la sécurité globale. Ça arrive à la commission des lois. Là, moi, je récupère le texte et quand on inscrit le texte, quand le gouvernement inscrit le texte, en fait, il inscrit le texte à une séance publique à l'Assemblée nationale, par exemple. Donc, il dit, quand il dépose le texte sera examiné le 25 mai à l'Assemblée nationale à 16h. Et donc là, nous, par exemple, on est le 5 avril. Donc là, moi, c'est royal. J'ai du 5 avril au 25 mai. On a beaucoup de temps. Constitutionnellement, ce délai, normalement, il est de 6 semaines. Et en procédure accélérée, ce qui est quasiment la norme, procédure accélérée, vous avez une lecture par chambre, ce délai, il n'y a plus de délai, ça écrase le délai quand on prononce la procédure accélérée. Donc là, on est le 4 avril, on regarde le texte, c'est un texte justice, je vais désigner ce qu'on appelle un rapporteur. Rapporteur, c'est un député, membre de la commission, qui va être spécialement en charge de travailler le texte, de conduire les auditions préparatoires et de rédiger un rapport pour la commission. Ce rapporteur, en général, est membre de la majorité et c'est en gros un spécialiste de ce domaine-là. Moi, en commission des lois, j'ai 10 avocats ou juristes. J'ai 2 magistrats, 10 avocats, j'ai un notaire, etc. Donc, j'ai du monde. J'ai des spécialistes des collectivités territoriales, j'ai des spécialistes de la sécurité. J'avais Jean-Michel Fauvergue, Alexis Toureau. Donc, j'ai des députés qui sont identifiés un peu par thématique. Et donc, on désigne un rapporteur qui va préparer le texte, discuter avec le ministre, faire des auditions, des professionnels, associations, qui peut faire des déplacements et il va rendre ce qu'on appelle un rapport pour la commission où il décrit tout ce qu'il a fait et où décrit le bien fondé des mesures ou pas. À ce moment-là, le rapporteur, il va travailler avec le ministre très étroitement et avec la présidente de commission. C'est-à-dire qu'il va dire, moi, votre texte, là, sur ça ou ça ne me plaît pas, ça ne va pas. Tous les professionnels que j'ai auditionnés, par exemple, disent que le délai que vous prévoyez de 8 jours, c'est intenable et qu'il faut prévoir un délai de 15 jours. Et là, on commence les négociations qui sont des négociations qui se font donc en arrière-cour. Ce n'est pas public, c'est des discussions avec le ministre, au ministère. On va on prénégocie les arbitrages sur le texte. Et on va comme ça préparer les modifications. Ça, c'est la majorité qui prépare ça. L'opposition, ils vont déposer ce qu'on appelle des amendements, donc des modifications du texte, et eux, ils déposent sans négocier auparavant. La majorité, elle négocie avant. C'est ce qui parfois fait penser que, vous savez, on disait des godillots. Mais en fait, comme tout est négocié, dealé avant entre la majorité et le ministre, en fait, quand la majorité vient déposer des amendements, le ministre, il va donner un avis favorable. Parce qu'en fait, on a dealé les choses. On a dit, par exemple, nous, il y a ça, 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 ça. Le ministre, il va nous dire, non, mais ça, non, mais ça, oui, je veux bien discuter. Et là, on fait une négociation, en fait. C'est vraiment comme ça que ça se passe. On arrive en commission. Et là, moi, je peux avoir, je ne sais pas, sur la loi confiance, je vais avoir 1000 amendements qui ont été déposés. Des oppositions, de la majorité, etc. Là, en commission, on va travailler le texte, c'est-à-dire que le ministre vient présenter son texte, le rapporteur nous dit ce qu'il en pense. On fait ce qu'on appelle une discussion générale. Donc, chaque groupe politique prend 5 minutes la parole pour expliquer la position de son groupe. Donc, position de principe, je suis pour, je suis contre, voilà, pour telle et telle raison. Et puis après, on débat amendement par amendement. Et là, le député, d'où le pouvoir de conviction, le député présente son amendement pour modifier le texte. Il va dire pourquoi il présente cet amendement. Et là, le rapporteur de la commission va donner son avis, le ministre donne son avis, et après, on vote. Donc, qui est pour, qui est contre, amendement, donc adopté ou rejeté.
On modifie comme ça le texte pendant, ça peut durer 1 heure, mais comme ça peut durer 4 jours. Et on sort un texte de la commission qui a été donc modifié par la commission. Moi, je n'ai pas un texte qui soit rentré en commission qui n'ait pas été modifié par la commission. On adopte à chaque fois, donc, je sais pas, 20, 30, 50, 100 amendements. Donc, le texte est travaillé. Et depuis la réforme constitutionnelle de 2008, c'est ce texte-là qui sera examiné dans l'hémicycle par les députés en séance publique. Quand on arrive à la séance publique, on fait pareil. Il y a à nouveau des amendements qui sont déposés. Donc, forcément, les amendements de la majorité, il y en aura moins parce qu'on les aura adoptés en commission et ils auront été négociés. Mais c'est là qu'on va avoir tous les amendements de l'opposition, de la majorité quand il y en a, et on en vote également et on modifie à nouveau le texte. Après, le texte part au Sénat. Ils font exactement la même chose, et on arrive dans ce qu'on appelle un lieu qui est absolument génial, c'est mon préféré, c'est la commission mixte paritaire. Commission mixte paritaire, vous avez 7 députés, 7 sénateurs qui se réunissent dans une salle pour trouver un accord sur le texte, donc un texte de compromis. Et c'est là où, effectivement, on a passé des compromis avec le gouvernement, on a passé des compromis parfois dans l'opposition dans l'hémicycle, et là, on va passer des compromis avec les sénateurs. Et c'est telle disposition est très importante pour nous. Pour nous, c'est celle-là. Est-ce que vous êtes capable de renoncer à ça, pour ça, etc. Et on fait un deal, on fait une négociation. Dans 75% des cas, la commission des lois, la négociation aboutit et on aboutit à un texte de compromis avec nos collègues sénateurs. Dans ce cas-là, on vote le texte de compromis dans nos 2 chambres et après, ça part éventuellement au Conseil constitutionnel ou promulgation. Ça, c'est la navette parlementaire. Si on n'est pas en procédure accélérée, vous avez la même chose, sauf que vous avez donc 2 lectures dans chaque chambre avant de faire la commission mixte paritaire. Donc, c'est très long et c'est pour ça qu'on a arrêté par principe de faire ces procédures ordinaires. Et si la commission mixte paritaire échoue, on revient en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Et là, vous avez ce qu'on appelle la règle de l'entonnoir qui s'applique. Vous ne pouvez déposer des amendements que s'ils ont un lien direct avec le texte. Et après, donc, ça revient à l'Assemblée, nouvelle lecture, ça repart au Sénat, nouvelle lecture, puis lecture définitive à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est la navette parlementaire. Ça peut durer, sur des textes urgents, ça peut durer 1 journée. Et ça avait été le cas en 2015, après les attentats du Bataclan, quand le président Hollande, que vous avez vu, déclare l'état d'urgence sécuritaire. Au bout de 12 jours, il doit y avoir un texte de loi qui est voté par le Parlement pour le prolonger. Et donc, à ce moment-là, en 1 journée, ils ont fait la navette parlementaire pour autoriser la prolongation de l'état d'urgence sécuritaire. Sur l'état d'urgence sanitaire, en mars 2020, lorsque l'on est convoqué pour voter le premier texte d'état d'urgence sanitaire, quand toute la France est confinée, on vote le texte le dimanche pour un texte qui avait été déposé le mercredi. Donc, vous voyez, en 4 jours, on fait toute cette opération de navette parlementaire. Après, en temps normal, ça dure en gros 3 mois, 4 mois, 5 mois. Donc, ce n'est pas si long que ça, ce n'est pas si rapide, mais on a quand même le temps de travailler. Après, il faut savoir qu'on est parlementaire, on est élu, mais on n'est pas seul pour travailler. On a ce qu'on appelle des administrateurs, donc des fonctionnaires de l'Assemblée nationale qui passent un concours spécifique pour être administrateurs et qui assistent le député, le président de commission. Et moi, à la commission des lois, je dois avoir une 20aine d'administrateurs qui sont à nos côtés, qui sont des juristes, qui connaissent la légistique et donc qui nous aident à écrire la loi. Après, on a les services du ministère qui nous aident à écrire également la loi. Donc, on a beaucoup d'avis juridiques, techniques. Et puis après, nous, c'est vrai c'est plus facile quand on est juriste, mais moi, je me souviens de négociations justement sur l'état d'urgence sanitaire. J'avais le Premier ministre au téléphone et avec le Premier ministre en direct, on écrivait la loi. On écrivait des articles de compromis avec le Sénat. Parce qu'il fallait aller vite, etc. Et là, c'est un atout colossal d'être juriste de bon niveau parce que ça nous permet de faire ça. Donc, la loi, après, on va dire qu'elle est mal écrite. Elle est écrite démocratiquement, ce qui est déjà ça, parce que faire une loi écrite par des experts, c'est pas trop mon truc. Donc, elle est écrite par des élus, elle est votée.
Elle est probablement imparfaite, mais après, on peut se référer à la volonté du législateur. On est entouré, bordé d'avis juridiques entre l'avis du Conseil d'État avec le Conseil constitutionnel. On peut, sur des amendements, parfois saisir le Conseil d'État sur un amendement pour être sûr que ce qu'on fait est bon. Donc voilà, je pense que ça nous borde pas mal. Pour les propositions de loi, c'est exactement la même chose, sauf que, on n'a pas de réunion interministérielle, c'est porté par un député. Souvent, c'est retravaillé et en commission et dans l'hémicycle parce que justement le premier jet du député n'est pas forcément de la meilleure qualité qui soit, mais il porte une idée qui est intéressante, qui doit pouvoir prospérer. Et on voit par exemple que Laurence Vansenbroek, qui a fait voter la loi interdisant les thérapies de conversion, typiquement, ce n'est pas une juriste. Elle a fait son petit bout de chemin sur cette loi. Elle a réussi à la faire adopter à la fin du quinquennat. Elle a beaucoup travaillé, elle a beaucoup consulté, etc. Et puis, elle a réussi à faire voter une loi qui, me semble-t-il, est utile. Donc voilà, il y a plusieurs chemins pour parvenir au vote de la loi. C'est souvent long. Et le point névralgique lorsque l'on porte une proposition de loi, c'est l'accès à l'ordre du jour. Le gouvernement a beaucoup d'ordres du jour. L'Assemblée nationale, l'ordre du jour passe par le groupe politique. Et donc, il faut, encore une histoire de conviction, il faut aller convaincre votre groupe politique que la loi que vous portez, que la proposition de loi que vous portez est intéressante, que ça vaut le coup de l'examiner et de la voter. Et il faut convaincre la majorité du groupe politique pour qu'ils l'inscrivent dans ces journées réservées. Et puis, il faut convaincre le gouvernement qui, lui, est maître de la navette parlementaire et donc qui, lui, va pouvoir inscrire votre proposition de loi au Sénat. C'est vraiment un important travail pour porter un texte lorsqu'un parlementaire veut porter un texte. Maintenant, on voit sous cette mandature, je vous parlais de cette loi sur les thérapies de conversion, mais par exemple, la prolongation du délai d'interruption volontaire de grossesse, c'est une proposition de loi. Et il y a beaucoup de grandes avancées sociales qui ont été faites par des propositions de loi. On peut penser à la loi sur la contraception, la loi Neuwirth, c'était une proposition de loi. Et la première loi sur le PAX, c'est une proposition de loi aussi. Donc, il y a eu des grandes propositions de loi qui ont permis d'avancer et aussi des propositions de loi qui n'ont pas abouti, mais qui ont aussi permis d'avancer dans le débat, et sur la peine de mort notamment. Avant que Robert Badinter ne dépose un projet de loi, il y avait eu plusieurs propositions de loi à l'Assemblée nationale qui avaient été portées par des députés, opposition et majorité, qui avaient été examinées parfois en commission des lois, mais qui n'avaient pas été au bout, faute d'inscription par le gouvernement à l'ordre du jour. Il faut quand même, pour qu'il y ait une proposition de loi qui aboutisse, une volonté politique partagée entre le parlementaire qui la porte, un groupe politique fort qui a du temps d'ordre du jour et le gouvernement qui maîtrise la navette parlementaire. C'est beaucoup de conditions, mais on y arrive et on y arrive sur des belles propositions de loi. Yael, ouais. Oui, on a souvent l'image de l'extérieur, notamment de l'hémicycle, de combats politiques où chacun défend bien entendu ses idées et marque son territoire entre majorité et opposition. Est-ce que c'est aussi vrai au sein des commissions ou est-ce que justement au sein des commissions, on arrive à avoir un débat apaisé, consensuel, où on a le sentiment que l'intérêt général dépasse les clivages? Je suppose que ça dépend des textes, mais est-ce que globalement, il y a quand même cette volonté, cette capacité de travailler, d'écouter, de partager et parfois de consensus? Alors, ça dépend des textes. C'est vrai que ça dépend des textes. Moi, j'ai vu, par exemple, en commission des lois, que les textes, quand on parle de sécurité, c'est très clivant. Quand on parle d'immigration, c'est très clivant. Quand on parle de terrorisme, c'est très clivant. Et de politique pénale, c'est souvent clivant. En revanche, quand vous parlez des collectivités territoriales, quand vous parlez des outre-mer, de la question sanitaire, on a eu beaucoup de consensus. Donc, ça dépend vraiment des sujets. Après, moi, ma conviction, c'est que plus on va réussir à travailler les textes en amont et les sujets en amont, plus on arrive à du consensus parce que c'est fait de façon apaisée. En fait, ce qui va créer du clivage et des opinions politiques très tranchées, c'est le sujet, mais c'est aussi la façon d'aborder le sujet. Et plus vous allez l'aborder rapidement, frontalement, dans la précipitation, plus vous créez, vous augmentez les clivages parce que vous crispez les positions des uns et des autres.
En revanche, lorsque vous préemptez des sujets en créant ce qu'on appelle des missions d'information, c'est le pouvoir de la présidente de créer donc une mission et de nommer 2 parlementaires, donc souvent en majorité, en opposition, c'est même obligé. Et je les fais travailler sur un sujet. Ils sont demandeurs et on va travailler comme ça, par exemple, sur la déontologie dans la fonction publique. Donc tout ce qui était pantouflage, aller-retour, commission de déontologie, etc. On a, dans ce cadre-là, les députés ont travaillé pendant des mois et des mois avant même qu'il y ait un texte de loi qui existe. Et donc, ce travail a amené des conclusions qui étaient consensuelles, qui étaient partagées entre le groupe Les Républicains et le groupe La République En Marche et l'ensemble des autres groupes présents en commission. Leur rapport a été adopté à l'unanimité. Et dans ces cas-là, quand plusieurs mois plus tard, il y a un texte sur la fonction publique qui vient traiter ces questions de déontologie, eh bien, les amendements sont portés de façon transpartisane et adoptés conformément aux conclusions de la mission qui avait eu lieu bien avant. Je ne suis pas sûre qu'on aurait obtenu ce résultat si on n'avait pas fait ce travail préparatoire et si on était arrivé frontalement sur le sujet du pantouflage, des hautes rémunérations, etc. Donc, le travail qu'on peut faire en amont est très important. C'est ce qu'on a fait également quand on a réformé la justice pénale des mineurs. On a fait un travail en amont avec des missions d'information. On a obtenu de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, de travailler pendant tout le long du processus de rédaction de l'ordonnance avec un groupe de parlementaires transpartisans. Et lorsque nous avons examiné, quand nous avons ratifié l'ordonnance dans l'hémicycle, nous avons eu des votes favorables des Républicains notamment, contrairement à ce qu'ils sont en train de dire en ce moment. D'autres questions? Oui. Bonsoir, Madame la Présidente, Mathieu Rouleau. Vous venez d'employer l'expression des ordonnances. Pour continuer sur cette question sur la fabrication de la loi, je voulais savoir s'il n'était pas frustrant pour vous, en tant que parlementaire, que le gouvernement et le président décident de réformer par coup d'ordonnance. Ça a été fait au cours du premier mandat. Je crois que ça va être fait si le président est réélu pour d'autres réformes. Est-ce que vous arrivez en tant que parlementaire à faire entendre votre point de vue sur l'importance d'une fabrication classique de la loi, ou est-ce que vous arrivez à accepter ce choix de légiférer par ordonnance qui peuvent choquer quand même pas mal de personnes en France? Benoît, on échange sur les ordonnances. J'ai entendu, on entend. Les ordonnances, d'une façon principielle, c'est utile. C'est utile. Parfois, on a besoin de légiférer vite. Et on voit que lorsqu'on a eu la crise sanitaire, le Parlement, au mois de mars 2020, a délégué une partie de ses prérogatives au gouvernement, mais qu'il fallait prendre des dispositions très vite. On pense au droit du travail, au droit des étrangers, pour prolonger les visas, pour prolonger les titres de séjour. Et il y avait des mesures à prendre comme ça dans tous les domaines. Donc, à ce moment-là, il était indispensable de fonctionner comme ça, parce qu'en plus, le Parlement était désert, on avait des règles de fonctionnement où nous étions 20 dans l'hémicycle. Il n'était pas question de légiférer sur tous ces domaines-là dans la précipitation à 20. Donc là, ça se justifie et donc l'ordonnance peut se justifier. Il ne faut pas les supprimer et se dire c'est un mode de législation qu'il faut écarter. Je pense qu'on en a besoin sur certains domaines. On peut en avoir besoin aussi lorsqu'on est sur un domaine extrêmement technique, sur lesquels on a besoin de faire travailler longuement les services et où le mode de fonctionnement du Parlement n'est pas adapté. Le problème, ce n'est pas tant en fait le principe de l'ordonnance, c'est ce qui se passe après, c'est-à-dire la question de la ratification. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le gouvernement vient déposer des projets de loi de ratification, mais ne les inscrit jamais à l'ordre du jour. Et que nous n'avons pas la possibilité de les inscrire. Et donc, la discussion parlementaire, en fait, n'a pas lieu du fait de la non-inscription à l'ordre du jour. Et c'est pour ça que moi, j'avais exigé de Nicole Belloubet sur la justice des mineurs, justement, qu'on ait un débat dans l'hémicycle. Et quand on a voté la possibilité pour elle de réformer le code de justice pénale des mineurs par voie d'ordonnance, j'ai obtenu au banc dans l'hémicycle un engagement formel de sa part de venir discuter le projet de loi de ratification dans l'hémicycle comme tout texte de loi. Et là, donc elle a tenu son engagement et on a eu un débat exactement comme je le décrivais tout à l'heure avec les amendements, etc., sur cette réforme-là et en commission et dans l'hémicycle. Mais
c'est exceptionnel, c'est très peu fréquent. Moi, ce que je propose, j'ai fait un certain nombre de propositions pour améliorer le travail parlementaire et renforcer les pouvoirs du Parlement. Et une de mes propositions, c'était de dire on devrait pouvoir décider à majorité qualifiée, donc pas que le groupe majoritaire, mais groupe majoritaire plus un groupe d'opposition ou une majorité des 3/5, dont un groupe d'opposition, vous voyez, une majorité qualifiée comme ça, on devrait pouvoir inscrire nous-mêmes, en prenant cette décision à majorité qualifiée, on devrait pouvoir inscrire nous-mêmes un projet de loi de ratification qui a été déposé sur l'ordre du jour du gouvernement. Il n'est pas question de prendre de l'ordre du jour parlementaire, mais on devrait pouvoir le faire lorsque l'on estime que l'on doit pouvoir discuter d'une ordonnance et l'amender éventuellement. Ce pouvoir aujourd'hui n'existe pas, mais on devrait, à mon sens, pouvoir le faire. Et est-ce qu'on sait juste la future réforme de retraite, est-ce qu'on sait si ça passera éventuellement par ordonnance? Non, je crois pas. Je crois pas. Déjà, il faut qu'on soit élu. Hein. On fait comme si, mais en fait, déjà, allez voter dimanche pour qui vous voulez, mais allez voter. Voilà. Mais en tout cas, en fait, après, les ordonnances, c'est voté par le Parlement. Hein. Donc, à nous de ne pas les voter, de refuser de le faire. C'est vrai que plus le temps avance, plus sous la mandature, les parlementaires étaient réticents à déléguer leur pouvoir et à voter ce type de texte. Après, encore une fois, moi je trouve que la façon dont on l'a fait avec la garde des Sceaux sur les mineurs, je trouve que c'était de bonne méthode parce qu'elle a tenu son engagement et on a eu une vraie discussion comme si c'était un projet de loi classique sur la ratification de l'ordonnance. Puisqu'on reste sur la frustration que vous évoquiez il y a un instant, que pensez-vous de la QPC de ce point de vue qui permet à un justiciable de faire juger par le Conseil constitutionnel qu'une loi n'est pas conforme à la Constitution, alors qu'il n'y a pas eu de saisine en temps utile, ou qu'il y a eu, mais elle n'a pas prospéré, de la part des parlementaires? En fait, moi, je trouve ça fabuleux, la QPC. C'est la grande avancée de la réforme de 2008. Je trouve que la QPC a permis à la Constitution d'être vivante et la Constitution, avec toute la protection des droits et libertés qu'elle comporte, est rentrée dans le quotidien des Français. Et donc, je trouve que c'est… Et des avocats. Et des avocats. Et je trouve que c'est une excellente chose. C'est dans l'intérêt de tous. Maintenant, c'est vrai que ça nous oblige, nous, parce que l'on sait que même s'il n'y a pas de saisine, et parfois il n'y a pas de saisine du Conseil constitutionnel a priori, il y aura probablement des saisines a posteriori. On voit bien, par exemple, que sur la loi SILT, qui était la loi de sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme qu'on a votée en 2017, pour laquelle nous avions obtenu un accord avec le Sénat, il n'y avait pas eu de saisine du Conseil constitutionnel a priori, mais chacun des articles de cette loi, en ce qu'il comportait des dispositions quand même administratives importantes sur ce qu'on appelle les MICAS, des visites domiciliaires, etc., ont fait l'objet d'une QPC, et donc le Conseil constitutionnel avait pu se prononcer sur l'ensemble des mesures de cette loi, et je crois que c'est une bonne chose. Oui, vous pouvez vous lever? Et alors, parler haut et fort. Alors, ouais. Est-ce qu'on peut réformer le Conseil constitutionnel pour qu'il y ait plus de juristes et moins de personnes nommées? Ça veut dire que les juristes, comment ils arrivent au Conseil constitutionnel? Mais ils y arrivent comment? Non, ça veut plutôt qu'il y ait des compétences en droit constitutionnel précises qui soient requises pour devenir juge constitutionnel. Alors, il faut savoir, je ne sais pas si vous connaissez la façon dont les nominations sont faites au Conseil constitutionnel. Donc, on a 3 autorités de nomination, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. C'est une procédure qui s'appelle la procédure de l'article 13 de la Constitution, qui veut que les commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat procèdent à une audition de la personne qui est envisagée par l'autorité de nomination et votent ensuite à bulletin secret et ont un pouvoir d'opposition avec un vote au 3/5 négatif. Ça arrive très peu fréquemment. L'idée du vote de 3/5 négatif, c'est de se dire, c'est vraiment d'éviter la nomination complètement farfelue qui n'aurait aucun sens. Dans ce cas-là, le Parlement peut s'y opposer. Pour les personnes nommées par le président de la République, c'est une audition et un vote des 2 commissions des lois, Sénat et Assemblée.
On entend parler effectivement du manque de qualité juridique des juges du Conseil constitutionnel pour certains. Moi, je crois que, comme à l'Assemblée nationale, ce qui est important et ce qui est en jeu avec le Conseil constitutionnel, mais comme à l'Assemblée nationale, c'est notre démocratie. Compte tenu des pouvoirs justement du Conseil constitutionnel, à travers les QPC, à travers le contrôle a priori. Et on voit que le Conseil constitutionnel est devenu est très rigoureux sur l'application des règles constitutionnelles et n'hésite pas à censurer des textes entiers. J'en ai fait les frais. J'ai ma proposition de loi sur les sortants de prison, justement. La première mouture a été intégralement censurée. Heureusement, on y est revenu et on voit bien avec ce qui se passe en ce moment en prison que ce n'était pas non plus complètement aberrant d'imaginer qu'il fallait un suivi pour un certain nombre de personnes. Mais moi, je crois que ce qui est important, c'est que le Conseil constitutionnel est une légitimité démocratique. Donc, les autorités, donc il ne faut pas toucher aux autorités de nomination. Il ne faudrait pas de désignation par le CSM ou qu'il y ait une espèce de parcours d'honorabilité et que, je ne sais pas, quand on a fini sa carrière de magistrat au plus haut niveau, on est sûr d'arriver au Conseil constitutionnel. Je ne crois pas. Je crois que démocratiquement, il est extrêmement important que les autorités de nomination soient des personnes qui elles-mêmes exercent, d'une part, les plus hautes responsabilités et deux, ont toutes été élues. Ça, je pense que c'est le premier point. Après, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut mettre des critères et est-ce qu'il faut contraindre leur choix et dire pour choisir un juge du Conseil constitutionnel, vous ne pouvez pas choisir qui vous souhaitez, il faut remplir un certain nombre de conditions. Et là, à nouveau, je pense qu'il ne le faut pas. Il faut au Conseil constitutionnel qu'il y ait une appréciation globale des situations. Il est bon qu'il y ait des politiques au Conseil constitutionnel, qu'il y ait un savoir du fonctionnement de l'État et de l'État en ce qu'il est l'État profond. Et donc, la présence d'anciens premiers ministres au Conseil constitutionnel est particulièrement utile. Et finalement, c'est à nous, Assemblée nationale et Sénat, si nous estimons démocratiquement qu'il ne doit y avoir au Conseil constitutionnel que des juristes, libre à nous de faire des votes au 3/5 négatifs et de retoquer des personnes qui, à notre sens, ne conviennent pas pour exercer ces responsabilités. Mais compte tenu de l'importance du Conseil constitutionnel, je crois qu'il est fondamental, sauf à rentrer complètement dans un gouvernement des juges, de garder ce principe démocratique d'autorité de nomination élue et de vote au 3/5 négatif. Alors moi, je propose un 3/5 positif. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on aille plus loin pour donner plus de pouvoir à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais en tout cas, avoir ces deux légitimités populaires me semble indispensable compte tenu des missions du Conseil constitutionnel qui sont considérables et c'est bien normal, vous voyez. Donc, je ne remets pas en cause ces missions. Je venais de vous exprimer le fait que je trouvais que la QPC, c'était une formidable avancée, mais je pense qu'il faut lui conserver ce caractère démocratique. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ça et certains, à l'Assemblée nationale, prônent une spécialisation juridique des membres du Conseil constitutionnel. Et vous voyez, quand vous regardez par exemple la commission, le filtrage à la CJR, on a 2 magistrats, 2 membres de la Cour des comptes, 2 membres du Conseil d'État. On n'a pas que des magistrats de l'ordre judiciaire. Je crois que la variété des regards, elle est importante. D'autres questions? Oui. Vous avez expliqué que vous êtes revenu par la société civile, pardon. Et maintenant, vous êtes président de la commission des lois. Et on voit que vous êtes passionné par la politique. Je le ressens ça. Du coup, ma question est la suivante. Comment vous expliquez que les gens de la société sont désintéressés par la politique? On le voit également par l'abstention dans les élections. Oui. Quel est votre avis sur les intérêts de la politique alors que vous, on voit... Benoît, c'est bon? Tu as compris? Oui, c'est bon. C'est bon. En fait, je devrais plutôt vous retourner la question. Non, c'est très préoccupant. On a une forte abstention, élection après élection.
On avait l'élection présidentielle qui était l'élection reine et dont tout le monde annonce aujourd'hui qu'on va plutôt s'orienter vers 30% d'abstention, alors que d'habitude, à l'élection présidentielle, on est plutôt aux environs de 15% d'abstention. Donc, c'est très inquiétant parce que, effectivement, et vous l'avez dit, c'est de l'indifférence. C'est de l'indifférence vis-à-vis de la politique, c'est de l'indifférence par rapport à ce qui se passe. Il y a plein de raisons. Alors, on a fait une grande mission à l'Assemblée nationale sur les causes de l'abstention. On a le fait que les gens pensent que ça ne sert à rien et qu'on ne sert à rien et qu'on n'a pas d'influence finalement sur le cours de leur destin et que finalement, que ce soit bidule, machin ou truc muche, ça ne va pas changer leur vie. Donc, une espèce d'impuissance du politique, en tout cas un ressenti d'impuissance du politique. On a des gens qui pensent que de toute façon, tout ce qu'on dit, c'est bullshit. On fait des promesses et puis que le jour où on est élu, on passe à côté ou on se renie, etc. Et donc, ils ne nous font pas confiance. Il y en a qui ne savent pas ce qu'on fait, qui ne savent pas ce qu'on fait. Il y a une vraie méconnaissance de qui fait quoi. En général, les gens votent pour leur maire parce que le maire, on sait ce qu'il fait. C'est dans la vie quotidienne. Après, il y a trop d'élections, on n'a pas le temps d'aller voter, c'est trop compliqué, on ne sait pas pour qui voter, j'y comprends rien. Enfin, on entend tout, mais c'est vrai que je ne veux pas dire désespérant, parce que moi, je crois toujours qu'on peut arriver à réintéresser les gens à la politique. Je pense que c'est un travail de longue haleine et que c'est un travail qui doit être vraiment, c'est du sur-mesure et c'est de la haute couture, quoi. Il faut vraiment, il faut aller chercher les gens un par un. Moi, j'ai le sentiment qu'il faut aller chercher les jeunes surtout. Et vous voyez, pendant mon mandat, j'ai une petite circonscription, mais avec beaucoup de lycées, de collèges, d'écoles primaires, etc. J'ai choisi de faire toutes les écoles. Alors, je n'ai pas vu tous les élèves, mais j'ai fait toutes les écoles, tous les collèges, tous les lycées de ma circonscription pour rencontrer les jeunes. Donc, quand ils sont grands, on se faisait des réfectoires comme vous, là. Donc, j'avais toutes les troisièmes, par exemple, ou toutes les premières. Ça faisait du monde, hein. Et on parlait institution. Après, j'ai fait beaucoup les classes de CM1, CM2. Donc là, c'est une classe, deux classes. Mais l'idée, c'est de vous intéresser à la politique, de vous intéresser au fonctionnement institutionnel, d'incarner les choses. C'est vrai que quand on est là devant vous, c'est plus vivant que le prof d'histoire géo qui déroule son cours. Donc, j'espère comme ça, mais vous voyez, il faudrait qu'on le fasse tous et qu'on le fasse tout le temps et que on fasse, en fait, qu'on ait à l'esprit la vraie formation de citoyenneté. Ça passe par l'engagement, ça passe par la connaissance des institutions, ça passe par le plus de goût de l'autre, du collectif. Donc, c'est aussi les engagements qu'on peut générer dans vos lycées, dans les collèges, etc. Je pense que ça, c'est vraiment clé pour travailler sur l'abstention et l'intérêt que les gens vont avoir envers la politique. Et donc, ça, c'est quelque chose de très, très, très long. Après, ce que nous, on peut faire déjà, c'est aussi les questions d'exemplarité. C'est se dire, parce qu'on entend ça aussi, ils sont tous pourris, ils sont tous, ils s'en moquent de nous. En fait, ce qui les intéresse, c'est eux. Là, on a beaucoup fait en début de mandature sur la moralisation de la vie publique. On a supprimé les emplois familiaux, on a obligé les parlementaires à justifier leurs frais de mandat. Ça n'existait pas avant. Avant, on avait une enveloppe de frais, on faisait ce qu'on voulait avec. Aujourd'hui, vous avez, et c'est normal, une tenue de comptabilité avec une justification des frais. Ça n'existait pas avant 2017. Pour nous, société civile, c'était une évidence. Je peux vous dire que ce n'était pas une évidence pour tout le monde. Donc, on a essayé d'avancer sur cette moralisation, on s'est aligné nos régimes de retraite, on n'a plus de régime de retraite dérogatoire, on est dans le régime de retraite de droit commun. Je pense que ça aussi, c'est aussi sur le long terme, mais c'est important. Et puis, la société civile, des femmes, des jeunes, des nouveaux visages, ça peut aussi donner peut-être un peu d'espoir en la politique. Et puis, peut-être un peu de gens comme moi, modestement, qui y croient, qui sont engagés et qui essayent de transmettre cet engagement. Est-ce que la mise en œuvre d'un vote électronique pourrait changer la donne? On voit le vote électronique pour les élections professionnelles, ouais. On le voit pour les élections ordinales, on le voit pour un tas d'élections. Je suis chez moi, j'ai mon ordinateur, je ne me déplace pas à la mairie, je ne veux pas attraper le Covid accessoirement comme à une certaine période. Est-ce que ça ne serait pas de nature à permettre, en plus du physique évidemment, ouais. Est-ce que ça serait pas, je suis une personne âgée, je n'ai pas le temps de donner mon pouvoir ou je n'ai pas d'enfant à qui donner mon pouvoir, etc. Est-ce que ça ne serait pas de nature à améliorer un peu les choses?
Je sais pas. Je sais pas, parce qu'on parle, on a travaillé, on travaille sur le vote électronique, sur le vote par correspondance, sur le vote différé, sur plusieurs jours, sur le vote sur le lieu de travail, etc. Je sais pas. Je sais pas si ça, en fait, ça, c'est les modalités du vote. Est-ce qu'en travaillant sur les modalités du vote, on va aller chercher tous ceux qui ne votent pas et qui ne s'intéressent pas à la politique? Je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre. On va peut-être en trouver quelques-uns, mais je ne suis pas sûre que massivement, ça change la donne. Précisément, avec toute cette génération très connectée, est-ce que ça ne permettrait pas justement d'aller capter cette génération-là? Cette génération et surtout celle du dessous, les 18, 22, 23. Moi, à chaque fois que j'en parle dans des lycées et que je demande aux élèves si ça serait de nature à changer la donne, je n'ai pas une main qui se lève. Maintenant, si c'est réclamé de façon plébiscitaire, effectivement, il faut qu'on s'y aventure et qu'on sécurise le tout. Mademoiselle? Et Yael, juste, excusez-moi, je coupe. Ouais. Et une part de proportionnel. Ah, c'est autre chose, la proportionnelle. Alors, attends. Sur le vote électronique. Oui. Je me demande justement s'il n'y a pas une forme de désengagement par le vote électronique, parce que déjà, on se déplace pour aller voter. C'est un vrai acte d'engagement. Et on peut se poser la question sur le chemin, est-ce que je pourrais m'engager en politique? Et justement, par ce vote électronique, on fait 3 clics et on passe à autre chose. Et justement, en tout cas, chez les jeunes, je pense que c'est plus désengageant qu'engageant. Mais c'est que... non, mais c'est en tout cas, moi, c'est un avis que j'entends. Donc, c'est pour ça que j'étais assez fan du vote électronique. Et puis, plus j'en parle et plus je suis réservée parce qu'en fait, je m'aperçois qu'il n'est pas tant demandé que ça et que ça n'est pas lui qui va résoudre les causes profondes de l'abstention. Je crois vraiment que tout ce que j'ai dit c'est ça qu'il faut faire, c'est redonner confiance en la politique et se dire que la politique peut vraiment, pas forcément changer la vie, mais a une influence sur le destin d'une nation. Et après, communiquer. Je crois qu'on ne communique pas assez. Il y a les chaînes d'infos, etc. Mais ce n'est pas ça qui fait le lien avec la société. Il y a finalement très peu de gens qui les suivent. On voit que les taux de notoriété des hommes et des femmes politiques sont extrêmement faibles. Au bout d'une année, je crois que c'était 50% de la population était capable de dire qu'Édouard Philippe était Premier ministre au bout d'un an d'exercice de ses fonctions. Donc, c'est vraiment, je pense qu'on a un fossé qui s'est fait entre les politiques et les citoyens et que ça n'est pas des modalités de vote qui vont réussir à recréer, retisser le lien. Sur la proportionnelle, moi, je pense qu'il faut probablement mettre une dose de proportionnelle. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas normal qu'il y ait des courants politiques importants dans notre pays qui ne soient pas représentés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ça n'est pas normal. Et donc, on peut penser au Rassemblement national, on peut penser aussi aux écologistes. Ils n'ont pas de groupe politique à l'Assemblée nationale, ni l'un ni l'autre. Et je vous l'ai fait courte tout à l'heure, mais je vous ai dit que, par exemple, sur chaque texte de loi, avoir un groupe politique, c'est 5 minutes de temps de parole en discussion générale. Vous n'avez pas de groupe politique, vous n'avez pas de temps de parole. Donc, sur tous les textes de loi, par exemple, Marine Le Pen n'a jamais pu monter à la tribune pour exposer son point de vue et le point de vue du Rassemblement national. De la même façon, les écologistes qui existent à l'Assemblée nationale n'avaient pas ces 5 minutes de temps de parole. Avoir un groupe politique, c'est aussi avoir du personnel, avoir des administrateurs dédiés, avoir du budget, c'est pouvoir faire une commission d'enquête, une par an, c'est avoir une journée réservée pour porter des textes. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est siéger à la conférence des présidents à l'Assemblée nationale. La conférence des présidents réunit tous les vice-présidents, les présidents de commission et les présidents de groupes politiques. C'est là qu'on décide de l'ordre du jour de l'Assemblée, qu'on règle les problèmes, etc. Donc, quand on n'a pas de groupe politique, on n'est pas à la présidence à la conférence des présidents. Donc, ça a beaucoup, beaucoup de conséquences. Donc, je pense que pour que tous les Français soient représentés à l'Assemblée nationale et que l'Assemblée nationale représente toutes les couleurs politiques, il faudrait effectivement passer par une dose de proportionnelle parce que l'on voit bien que sans proportionnel, le scrutin majoritaire élimine quand même un certain nombre de courants politiques. Donc, la proportionnelle, 25% me semblerait quelque chose de bien. Une proportionnelle intégrale, moi, je suis contre parce que je pense qu'il faut quand même conserver d'une part un ancrage territorial. Vous voyez, moi, je suis élue des Yvelines dans une circonscription. Je suis élue municipale, donc je sais ce que c'est qu'un territoire. Je crois que c'est bien pour bien légiférer. Donc, un ancrage territorial, il faut une majorité pour gouverner. On ne peut pas se retrouver sans majorité à l'Assemblée. La proportionnelle peut
intégrale peut conduire à ne pas avoir de majorité, donc pourrait avoir un effet délétère. Donc, pour ces deux raisons, je pense qu'il ne faut pas une proportionnelle intégrale. En revanche, un petit morceau de proportionnel pour permettre à chacun d'être représenté. Ça me semble être une bonne solution. On va prendre la dernière question parce qu'après, moi, j'ai un meeting politique. Je continue. On parlait d'exemplarité et effectivement de lutte pour la transparence et la moralité à l'Assemblée. Quelle est votre position justement sur l'image absentéiste qu'il pourrait y avoir au sein de l'hémicycle et comment est-ce qu'on pourrait tout simplement y remédier? Alors, il faudrait déjà y remédier par la pédagogie. C'est-à-dire que le travail de député, la mission qui est la nôtre, n'est pas uniquement d'être présent dans l'hémicycle et de voter la loi. Vous avez compris, il y a la commission, il y a les missions, il y a les auditions, il y a la présence en circonscription sur le terrain, il y a les rencontres avec les citoyens, ce que je suis en train de faire en ce moment. Je ne suis pas dans l'hémicycle. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on n'est pas en session, mais si on était en session, je ne serais pas dans l'hémicycle puisque je suis avec vous. Donc, la mission du député est très variée et donc nous ne pouvons pas être dans l'hémicycle tout le temps. Après, en gros, ce qui se passe, et c'est vrai que l'image n'est pas bonne, mais quand c'est un texte de la commission des lois, par exemple, vous êtes sûr que vous aurez dans l'hémicycle les membres de la commission des lois. Après, c'est sûr que vous n'aurez pas forcément les membres de la commission des affaires étrangères. C'est un texte sur la justice des mineurs, la commission des affaires étrangères, ce n'est pas leur sujet. Et si le texte ne fait pas l'objet de grosses controverses politiques, on n'a pas besoin qu'ils soient présents. On a besoin de ceux qui vont s'exprimer sur le texte parce qu'ils ont un avis à donner. On n'a pas besoin de députés qui n'ont pas d'avis sur ce texte. Et c'est normal qu'ils n'en aient pas. Moi, je n'ai pas d'avis sur l'ensemble des traités qui sont ratifiés via la Commission des affaires étrangères. Je n'ai pas d'avis sur tous les sujets traités par la Commission des affaires sociales. Mais de la même façon, ils n'ont pas d'avis sur tous les sujets traités par la Commission des lois. Donc, bien souvent, ce sont les députés membres de la commission qui sont dans l'hémicycle. Après, quand on a des textes qui sont très polémiques, qui font beaucoup de controverses, là, on va avoir des questions de majorité qui se posent et des questions où ça peut basculer d'un côté ou d'autre. Et là, donc, on a besoin de mobiliser les troupes. Et là, vous allez avoir des hémicycles avec 400, 450, 500 députés. C'était le cas pour la loi Confiance, les premières lois du quinquennat. L'hémicycle était blindé. C'était le cas pour les textes sur les questions sanitaires sur le pass vaccinal. Quand on a examiné le texte en janvier 2022, l'hémicycle était blindé également, mais parce que là, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux donc, de portage politique pour chaque groupe, donc de montrer sa force et la force de sa position, et puis que, comme on est très nombreux, la majorité peut basculer, et donc on peut se faire battre, et on s'est fait battre. Pendant ce texte où on devait voter pour savoir si on poursuivait après minuit ou pas. Et on n'était pas assez nombreux. Ils étaient plus nombreux que nous. On s'est fait battre. La séance a été levée. Donc là, vous aurez beaucoup de monde parce qu'il y a un enjeu. Mais autrement, sur les textes où il n'y a pas d'enjeu, ou des textes techniques, ou les textes où on est tous d'accord. Si on est tous d'accord, en fait, chaque groupe politique va avoir son porte-parole, qui lui a fait le travail du rapporteur dont je vous parlais tout à l'heure. Je fais ça parce qu'il est tout le temps à ma gauche, le rapporteur en commission, mais qui a fait le travail, donc il connaît bien le texte. Ses collègues lui font confiance dans son groupe politique. Donc, les collègues, ils sont ailleurs et puis ils ont un porte-parole qui va faire le travail dans l'hémicycle, qui va défendre des amendements, qui va défendre la position du groupe, etc. Donc là, effectivement, l'image, elle est d'un hémicycle désert. Mais en fait, ça s'explique pour toutes les raisons que je viens de vous donner. Mais c'est vrai que l'image n'est pas bonne parce que les citoyens, ils ont le sentiment que les députés ne bossent pas et qu'ils sont payés à rien faire. Donc, la clé, c'est quoi? C'est d'expliquer pour comprendre la complexité de notre travail. C'est de faire des agendas ouverts. Moi, mon agenda est ouvert. Vous allez sur mon site internet, vous voyez ce que je fais. Donc, un citoyen qui a envie de se dire qu'est-ce que fait Yael Braun-Pivet aujourd'hui, demain, qu'est-ce qu'elle a fait de sa semaine, il voit mes rendez-vous, etc. Ça a un avantage. On voit ce que je fais et ça a un avantage par rapport aux représentants d'intérêt, etc. C'est qu'il y a de la transparence sur tous mes rendez-vous. Donc, je crois que c'est important dans cette confiance que les citoyens doivent avoir envers leurs parlementaires. Mais c'est compliqué. Après, moi, je pense qu'une des solutions aussi, c'est de réserver à l'hémicycle les textes vraiment à controverse. C'est-à-dire,
peut-être faire plus de législation en commission. On a les moyens de faire de la législation en commission et dire finalement sur des textes techniques sur lesquels on est tous d'accord, etc., ben on légifère en commission et finalement dans l'hémicycle, on y va peut-être que sur 1 ou 2 articles qui font débat et puis on vote. Et là, vous ramassez du monde. Je pense aussi qu'on pourrait réunir tous les votes le même jour. Vous voyez, parfois, on vote, alors on va être 20 à voter, puisqu'on n'est que les députés qui sont techniques dans l'hémicycle. On va être 20 à voter une réforme qui, pourtant, est très importante. Et les citoyens, ils se disent, mais attendez, ils étaient 20 et ça c'est passé à 18 contre 2. C'est quoi ça? Ils sont 577. Donc là-dessus, moi, je me disais, il faudrait qu'on regroupe tous les votes le mardi, après les questions au gouvernement, parce que ça, c'est le moment phare et vous avez 500 personnes dans l'hémicycle. Et après les questions au gouvernement, ben, on fait les votes en rafale sur tous les textes qui ont été examinés la semaine précédente. Et ça permettrait d'avoir des votes à 400 contre 100, etc. Et donc, qu'ils soient très significatifs. Et ça permettrait aussi aux citoyens, dans nos circos, de savoir pourquoi on a voté. Parce que finalement, ben, on ne vote pas 80% des textes. Puisqu'on n'est pas, ce n'est pas des textes de nos commissions, ce n'est pas des textes sur lesquels on s'est investi. Et parfois, nos compatriotes, ils ont besoin de savoir est-ce que vous êtes engagé sur le glyphosate, sur la condition animale, sur qu'est-ce que vous pensez de l'IVG, etc. Et en fait, ces textes-là, ben, on ne va pas forcément les voter parce qu'on n'y est pas. Donc, voilà, je pense qu'il y a des moyens d'y remédier, mais on ne remédiera jamais complètement à cette vision de l'hémicycle vide qui parfois est instrumentalisée par des politiques qui sont dans l'hémicycle et qui vont prendre des photos en montrant « Ah, regardez, ils ne sont pas là, etc. » Je pense que ça aussi, c'est catastrophique pour l'image qu'on peut avoir de nous. Yael, si tu as 2 minutes encore. Commission d'enquête, pouvoir contre pouvoir. Pardon? Commission d'enquête, pouvoir contre pouvoir. La prochaine fois, il faut que je parte. D'accord. Merci pour tout. Une prochaine fois, Benoît. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour vos questions. Merci. Et il me reste à vous remercier infiniment du temps précieux que vous nous avez accordé. Merci pour votre énergie. Merci pour votre enthousiasme. Merci pour votre conviction. Et je crois qu'ils ont bien compris qu'ils devaient aller voter. J'espère. Le dernier mot. Mais arrêtez, vous faites des bouleveries, ça me perturbe. On avait le sentiment que vous doutiez de tout ce que je disais. C'est horrible. J'ai une allergie. Au Conseil constitutionnel. En tout cas, merci beaucoup. Heureusement que je n'ai pas eu le nez qui coulait. Merci beaucoup d'avoir été présent. Alors, vous savez, pour boucler la boucle sur votre